Le fils de Molière de Annie G, chapitre 32, 17 février 1673. Les joues creuses de Molière, son dos voûté, ses yeux fiévreux, tout son corps faisait pitié. Il allait mal. « Ne jouez pas ce soir, patron, » le supplia Michel, « il faut vous reposer. » Armande renchérit. « Pourquoi ne pas partir te reposer à Auteuil? L'air y est excellent. Ne vois-tu pas que tu es souffrant? Allons donc, j'ai déjà joué dans des états bien pires. Une bonne couche de maquillage, il n'y paraîtra plus. Et puis, comment feraient nos ouvriers si nous ne levons pas le rideau? Ils n'ont que leur journée de travail pour vivre. Je me reprocherai de les avoir privés de pain. Où est la Forest? Qu'elle vienne m'habiller. » Sa phrase se termina dans une quinte de toux. Son visage se crispa de douleur et il se tint l'estomac d'une main tremblante. « Dis-moi, Michel, ne disais-tu pas que tu aimerais devenir auteur? Peut-être devrais-tu te mettre à écrire. Nous monterions tes pièces. » « Ne changez pas de sujet, patron, le tensa-t-il gentiment. Nous parlions de votre fatigue. »« Je ne suis jamais fatigué quand je joue. » La vieille Laforest arriva, et Michel sortit de la loge bien soucieux. La 4e représentation du Malade imaginaire commença dès que Molière fut prêt. La salle riait à gorge déployée, mais, peu à peu, ses gestes se firent plus lents, son débit moins rapide. Lors du final, alors qu'il était assis sur son fauteuil et que les médecins tournaient autour de lui en criant « Jurons !», sa tête se fit si lourde qu'il ne put la garder droite. Voilà que la toux le reprit. Un filet de sang s'écoula le long de son menton. Par chance, la pièce était finie. On baissa le rideau et on abrégea les saluts, et Molière fut promptement porté dans les coulisses. « Assez, protesta-t-il, je vais me reposer. » Il enfila sa robe de chambre et se rendit dans la loge de Michel, où il s'étendit sur une chaise longue. « Notre malade imaginaire, plaît-il, » s'enquit-il d'une voix hachée. « Qu'en disent les spectateurs? »« Ils aiment, patron. Ce sera un succès. » Molière avait tout à coup l'air si fatigué que le jeune homme s'agenouilla pour saisir ses mains. Pauvres mains, elles étaient décharnées et si jolies. Il les frotta sans parvenir à les réchauffer. « Vous me paraissez plus mal que tout à l'heure. C'est vrai. J'ai un grand froid qui me tue. » Michel s'empressa de glisser les mains du comédien dans son manchon de fourrure. « Je vais demander une chaise à porteur, décida-t-il. Je vous raccompagne chez vous. » Les porteurs s'étaient épêchés. Michel et Laforest avaient marché à côté afin de ne pas laisser Molière seul. Une fois arrivés, ils l'aidèrent à se déshabiller. « Ne voulez-vous pas un peu de bouillon chaud ?» lui proposa le jeune homme. « Cela vous ferait du bien. Vous n'avez rien mangé depuis ce matin. » Le malade refusa. Sa servante, connaissant ses goûts, lui amena un morceau de parmesan dont il grignota quelques miettes. Puis la toux le reprit. Ses narines étaient pincées et ses yeux si cernés. « J'ai une sorte d'élancement, là, dans la poitrine, se plaignait-il. Venez vous mettre au lit. » À peine fut-il allongé qu'il sembla s'étouffer. Une forte quinte le secoua. Un flot de sang sortit de sa bouche, vint inonder sa chemise blanche et ses draps. Il regarda cette marée rouge d'un air tout étonné. « La Forest, vite !» s'écria Michel. La servante, tout en marmonnant, nettoya le visage ensanglanté de son maître. Cela n'empêcha pas Molière de minimiser son état. « Ne vous épouvantez point, ce n'est pas grand-chose. Allez plutôt me chercher Armande. » La Forest entraîna le jeune homme dans la pièce voisine. « Ce n'est pas sa femme qu'il lui faut, mais un prêtre, et vite, un prêtre, » répéta Michel d'un ton affolé. « Tu crois donc que... Si nous appelions son médecin plutôt, ça ne servira à rien. Tu sais bien qu'il ne veut prendre aucun médicament. La fin est proche, je te dis. » La phrase assomma le jeune homme. « Non, s'écria-t-il, je veux rester à ses côtés. » La Forest dut le pousser au dehors. « Va chercher sa femme, elle se trouve à l'étage au-dessous. Tu seras de retour dans 2 minutes. Je m'occupe du reste. Notre voisin, monsieur Coulon, loge en ce moment 2 religieuses. Je cours leur demander de l'aide. » Une fois encore, il n'écouta pas et retourna auprès de Molière, jusqu'à ce que la servante revienne avec les nonnes vêtues de noir. Puis il regarda, hébété, les 3 femmes changer les draps souillés. « Merci, mes sœurs, soupira Molière, avec un bon sourire. Je vous donne bien du travail. Mais, s'obstina-t-il, ce n'est qu'une crise plus grave que d'ordinaire. Demain, il n'y paraîtra plus. »
L'une des religieuses acquiesça pour le rassurer, avant de lui glisser un chapelet entre les doigts. « Chut !» fit-elle avec douceur. « Reposez-vous, mon frère, nous allons rester près de vous cette nuit. » Elles se mirent à genoux et commencèrent à prier. Les larmes de Michel lui montèrent aux yeux. Il y avait tant de choses qu'il aurait aimé dire à Molière, tant de choses. Pourquoi avait-il passé toutes ces soirées au dehors, alors qu'il aurait pu profiter de sa présence? Il avait encore tant à apprendre et Molière tant à donner. Eh bien, le pressa Laforest, dépêche-toi de prévenir son épouse et ne reviens qu'avec elle. Il a dit qu'il voulait la voir. Alors Michel dévala l'escalier, il tambourina à la porte, point de réponse, Armande n'était pas chez elle. Elle est restée au théâtre. Bon sang, elle devrait être là, auprès de son mari, au lieu de traîner. Il hésita, devait-il aller la chercher ou remonter? Il se résolut, à contre-cœur, à la ramener. La peste soit d'Armande, brailla-t-il en larmes. Sur le perron, un homme l'aborda. Il s'agissait de Jean Aubry, le beau-frère d'Armande. Que se passe-t-il? Molière au plus mal, répondit Michel. Pouvez-vous quérir un prêtre? C'est urgent. L'homme fit oui de la tête et Michel, rassuré, partit en courant vers le théâtre. Il dénicha Armande devant le palais royal, en train de discuter avec un ami. Vite, lui hurla-t-il, il est mourant. Mourant, s'étonna-t-elle. Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu plus tôt, s'emporta-t-elle ensuite. Et vous, pourquoi ne vous êtes-vous pas soucié de sa santé, après qu'on eut baissé le rideau? Sans l'attendre, il fit demi-tour. Il arriva à bout de souffle devant la maison et monta les marches 4 à 4. La porte était ouverte. À l'intérieur, Laforest pleurait à chaudes larmes. Michel comprit aussitôt. Il gagna la chambre, la gorge serrée. Les religieuses s'approchèrent pour lui raconter. Peu après votre départ, Latou l'a repris. Il s'est étouffé avec son sang. Molière gisait au milieu des draps souillés, le chapelet autour de ses doigts crispés. Michel se laissa tomber sur une chaise et sanglota comme un enfant. Chapitre 33. A-t-il reçu les sacrements? S'inquiéta Armande. Non, répondit Laforest en se mouchant. Monsieur Aubry, votre beau-frère, a couru à l'église Saint-Eustache, mais les 2 curés ont refusé de venir. Dame, ils ont dit qu'ils ne se déplaceraient pas pour un mécréant qui, en plus, les avait offensés dans Tartuffe. Michel, dans la chambre du défunt, se prit la tête à 2 mains. Armande avait à peine jeté un œil à son époux. Serait-il donc le seul, avec la servante, à pleurer le comédien? Les religieuses, tout en priant à voix haute, lavaient Molière et préparaient ses vêtements. Des vêtements de bourgeois. Sans doute aurait-il préféré, pour son dernier voyage, son costume de Monsieur Jourdain, si excentrique, ou encore celui de Sganarelle, le paysan rusé. À côté, la conversation se poursuivait. Monsieur Aubry, dit la servante, a fini par en convaincre un 3e, mais il est arrivé trop tard. Il est parti en pestant qu'on l'avait dérangé pour rien. Heureusement que les 2 sœurs étaient à son chevet. Au moins, soupira-t-elle, il n'est pas mort sans sainte parole. Armande aussi soupira, mais pour d'autres raisons. Que ferons-nous du corps? S'il n'a pas eu le temps de renoncer à la vie de comédien, on ne l'inhumera pas? Devons-nous l'enterrer comme un chien, dans un fossé, au bord d'un chemin? Michel serra les poings. Molière, traité comme une bête, c'était impensable. Il se leva et les rejoignit. J'irai voir le roi demain, leur annonça-t-il. Louis XIV sembla très peiné par la mort de son auteur préféré. Cependant, il ne put autoriser les funérailles de Molière et se contenta de déclarer « Cela ne dépend pas de moi, mais de l'Église ». Le jeune homme, déçu, salua bien bas et rentra à Paris. Il repensa à sa mère. Qu'avait-elle dit après avoir menti au prêtre? Dieu n'est point si mauvais, il m'accueillera au paradis. L'âme de Molière s'y trouvait sûrement, mais son pauvre corps, qu'allait-il devenir? Armande, avec l'aide du curé d'Auteuil, un brave homme qui appréciait Molière, demanda audience à l'archevêque. Mon époux est décédé en bon chrétien, affirma-t-elle. Les religieuses qui l'ont assisté pourront en témoigner. Cela ne suffira pas, madame, jeta le prélat, puisqu'il n'a pas renoncé à être comédien. Ils rentrèrent désespérés. Retournons voir le roi, la pressa Michel. Il arrivera bien à nous porter secours. Ils firent le siège de Louis XIV à Saint-Germain 2 jours durant. Le souverain, qui n'était pas insensible à leur douleur, finit par trouver un arrangement avec les religieux. Vous l'enterrerez de nuit, ordonna-t-il, sans messe.
La terre des cimetières est consacrée jusqu'à une profondeur de 4 pieds. Il sera enfoui à 5. Armande soupira de soulagement et remercia. Les apparences allaient être sauvegardées et le corps de son époux traité dignement. On inhuma Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, le mardi 21 février 1673, 4 jours après sa mort. Le bruit de son trépas s'était répandu et une foule considérable suivit son cercueil jusqu'au cimetière Saint-Joseph. Une forêt de flambeaux les éclairait. Comédiens, auteurs et tout son public l'accompagnaient. « Dieu, qu'il m'a fait rire », déclarait l'un. « Que de bons moments j'ai passés grâce à lui », racontait un autre. Et quel talent il avait. À 10 heures du soir, dans la froidure de l'hiver, on le descendit à 5 pieds sous terre. « Je l'aimais tant », souffla Michel. « Il te le rendait bien », répondit Lagrange, en pressant son épaule. 4 jours plus tard, la troupe au grand complet, encore vêtue de deuil, se réunissait au Palais-Royal. « Qu'allons-nous devenir ?» se lamenta Catherine. « Un si bon patron, renchérit Jeanne Beauval. »« Je prends la direction du théâtre, » annonça Armande. « J'étais son épouse, je poursuivrai son œuvre. » Catherine et Jeanne se lancèrent un regard. Toutes ces années, Armande avait été une compagne bien médiocre. Comment pourrait-elle devenir une administratrice à la hauteur ? Instinctivement, tout le monde fixa le fidèle Lagrange, en qui tous avaient confiance. Devant leur insistance, le comédien proposa presque malgré lui. « Eh bien, rouvrons le théâtre. Nos employés n'ont plus d'emploi depuis 1 semaine. Nous ne pouvons les priver plus longtemps de salaire. »« Vous avez raison, » acquiesça Ducroizy. « Avec quelle pièce reprendrons-nous ?»« Jouer une comédie me semble déplacé, » répondit Lagrange. « Personnellement, j'en aurais pas le cœur. Pourquoi pas avec le Misanthrope ? C'était une de ses pièces préférées. » La troupe approuva. « Mais, » demanda la Torillière, « qui interprétera le rôle d'Alceste ?»« Alceste, c'était lui ?»« Alceste, » soupira Lagrange. Il tourna sur lui-même. Son regard rencontra les yeux de Michel. Le jeune homme était resté muet jusque-là, prostré dans sa douleur. « Alceste, » reprit Lagrange, « ce sera toi, baron. Moi ? Mais je n'ai pas l'âge du rôle. Je n'ai que 19 ans. Je suis bien loin des 40 d'Alceste et de sa maturité. » Pourtant, autour de lui, personne ne semblait mettre en doute ce choix, pas même Armande. Molière disait souvent qu'un jour tu serais le meilleur, reprit Lagrange. Ne te traitait-il pas comme son fils ? Ne veux-tu pas lui rendre hommage ? Bien sûr, mais, comme le disait la Torillière, Alceste, c'était lui. Eh bien, demain, ce sera toi, pour lui. Le 24 février 1673, le Palais-Royal rouvrit ses portes. Le public vint nombreux pour rendre hommage au disparu. Son ombre semblait planer sur le théâtre, sa voix résonnait encore dans les couloirs. Dans les coulisses, chacun retrouva les gestes, les habitudes du travail bien organisées. Derrière le rideau, Michel, grimé, respira profondément et ferma les paupières pour mieux se concentrer. Puis, comme le lui avait enseigné Molière, il s'imprégna de son personnage jusqu'à entrer dans sa peau. Peu à peu, il se voûta, sa bouche marqua un pli d'amertume, ses yeux s'emplirent de tristesse. Alceste prenait vie. Alors que les 3 coups retentissaient, ce qui restait en lui, de Michel Baron, souffla. « C'est pour vous, patron, que nous jouons. » Le spectacle continue.